je voyageais à l'étranger. En été, j'envoyais mes enfants suivre des cours en Angleterre et en Nouvelle-Zélande. J'en voulais toujours plus. La chance de Siriwatt semblait garantie. Le marché thaïlandais était soumis à toutes les rumeurs et les manipulations. L'indice de la bourse de Bangkok battait sans cesse de nouveaux records, sous l'influence des poissons rouges et surtout sous l'effet de l'argent investi par les gros clients étrangers, banques, fonds de pension, sociétés d'assurance. La Thaïlande est entrée dans une phase d'excès en tout genre. Trop boire, trop faire la fête, trop de tout. Est-ce que c'était marrant? Oui. Est-ce qu'on gagnait beaucoup d'argent? Oui. Est-ce que beaucoup de gens gagnaient beaucoup d'argent? Oui. Et pourtant, le pays n'avait pas encore été touché par le dernier raz-de-marée d'argent étranger. En 1993, un document de la Banque mondiale claironna ce que les professionnels des marchés chuchotaient. Il y a un miracle en Asie. Le miracle asiatique. Je dois dire qu'à ce moment-là, nous l'avons cru. C'était un miracle. Miracle, le mot circula. Dans les rues de l'Ouest, ce fut la ruée vers l'or. Des millions d'épargnants confièrent leurs économies aux gérants de fonds spécialistes de l'Asie. Le grand public a servi effectivement de relais sur la deuxième étape de croissance de ces marchés. Ça alimentait le feu. Les gérants de fonds étaient obligés d'investir, que ça leur plaise ou pas. Au dernier trimestre de 1993, c'était courant d'arriver au bureau le matin et d'apprendre que vous aviez 7 millions de dollars de plus à placer parce que votre produit s'était vendu pendant la nuit. Il fallait les mettre sur le marché. Une bulle spéculative était manifestement en train de gonfler. Et voici les gérants obligés de gonfler la bulle, obligés d'acheter à la bourse de Bangkok des titres de plus en plus surévalués. On a accepté de payer des prix plus chers que vraiment tous nos critères que l'on retient habituellement nous autorisaient à utiliser. Les acheteurs étaient à l'affût de toutes les offres. Et croyez-moi, même des valeurs que l'on pensait intéressantes étaient en fait vraiment pourries. Même les plus raisonnables se laissèrent griser par cet accélérateur de profit. Tous étaient persuadés qu'il y aurait une hausse de 5% le lendemain ou de 10% le surlendemain. C'est l'automne 93 qui a été tout à fait spectaculaire. En fait, si vous mettiez 100 francs sur la bourse thaïlandaise, sur l'indice thaïlandais au début du mois de septembre, à fin décembre, vous avez doublé votre capital. Psychologiquement, c'était un jeu complètement fou, délirant. C'était Disneyland, très clairement. Hein. Pour un financier, c'était Disneyland. Tous accumulaient des gains astronomiques, car tous partageaient et entretenaient une parfaite illusion collective. Être dans une bulle, c'est déjà être fou. Mais le problème, c'est qu'il faut beaucoup de courage ou de perspicacité pour refuser d'y entrer. Surtout s'il s'agit de faire gagner de l'argent à vos clients. C'est très difficile de leur dire, sincèrement, nous n'y croyons pas. Nous n'allons donc pas passer d'ordre. Si cette même année, votre concurrent double sa mise, vous risquez de vous retrouver au chômage. Pour gagner la course qu'ils se livraient entre eux, presque tous les gérants pariaient sur Pin Chakapak. Et à la bourse de Bangkok, ils s'arrachaient les actions de sa compagnie financière. Finance One, ou Fin One, était un conglomérat qui contrôlait 20% de toutes les transactions boursières de Thaïlande. Un empire bâti par Pin que l'on appelait le sorcier des marchés. Il incarnait en fait le renouveau de la Thaïlande sur le plan financier. Pin, c'était Monsieur Thaïlande. Tout ce qu'il touchait se changeait en or. Pourquoi Finance One était-elle l'une de ces valeurs universellement recherchées que les investisseurs étrangers convoitaient? Les gens pensaient sincèrement que sa stratégie était la bonne, qu'il y avait de la place en Thaïlande pour un supermarché financier. Pin avait transformé une société familiale endormie en un poids lourd de la finance, en introduisant en Thaïlande de nouvelles formes de crédit et des techniques financières inédites. Nous étions prestataires de services entre institutions financières. Nous faisions par exemple des transactions soit monétaires, soit d'obligations d'État entre banques.
ce qui n'était pas pratiqué par les petites sociétés financières. Nous étions aussi ce qu'on appelle conseillers financiers. C'était ça, Finance One. Financier surdoué et collectionneur de Ferrari, Pin était pressé. Sa stratégie était simple, croissance accélérée. Ce que vous recherchiez, c'était la rentabilité. Et sur un marché très actif, le seul moyen d'augmenter la rentabilité, c'était de croître. L'expérience prouvait que si les institutions financières à croissance rapide font des erreurs, ces erreurs sont compensées par les nouveaux rendements, tant que l'économie globale est en bonne santé. Donc, c'est vrai, certaines règles de prudence ont été négligées. On ne peut pas augmenter son portefeuille de prêt de 50 à 70% par an et s'attendre à ce que tout l'argent prêté soit utilisé correctement. Mais une bulle financière est une drogue puissante pour les professionnels des marchés. Et malgré les risques, tout le monde suivit la star de la finance taille. Il manifestait une assurance sereine, quelque chose qui inspirait confiance et qui laissait croire que malgré la croissance rapide de ses affaires, il contrôlait la situation. La seule imprudence que j'ai pu commettre à cette époque, c'est que tout en sachant que le déclin était proche, nous n'étions pas prêts à abandonner nos parts de marché. Malheureusement, les miracles authentiques sont rares. Et l'étape suivante est presque toujours la même. À l'époque, les banquiers voulaient augmenter leurs actifs. Alors ils allaient voir des clients à la bonne réputation et aux finances saines. On a un projet pour vous. J'étais gourmand, je ne voulais pas rater le coche. À l'époque, des industriels se lançaient dans l'immobilier, des hommes d'affaires se lançaient dans l'immobilier. Tout le monde voulait être dans l'immobilier. C'était la mode. Alors je suis devenu promoteur. J'espérais gagner plus d'argent. Mes clients étaient tous des gens riches qui voulaient une deuxième ou une troisième maison dans un environnement agréable. Alors je m'y suis mis. Siriwatt se mit donc à construire une résidence de luxe. C'est à environ 180 km de Bangkok. J'ai construit ce projet de résidence secondaire pour satisfaire les besoins des millionnaires thaïlandais. Le banquier de Siriwatt donna l'idée et prêta l'argent. La machine à rêve pouvait continuer à tourner. Mes clients devaient arriver ici dans de grosses limousines. Les chauffeurs les conduiraient sous ce Porsche. Et là, le patron ou le propriétaire sortirait de sa voiture. Cet appartement valait environ 600 000 $. J'ai importé la décoration intérieure d'Amérique. Qui donc aurait pu se dire assez d'argent, assez de profit comme ça? Rien sans doute ne pouvait calmer l'appétit de Siriwatt, ou de Pin, ou de Prasong. On est parti faire un roadshow. La plupart des sociétés font des roadshows. Ça a duré 2 semaines. Un roadshow, un grand numéro de séduction auprès des investisseurs. Une tournée mondiale pour aller chercher l'argent là où il est, de Tokyo à Paris et de Dallas à Londres. On prenait l'avion presque tous les jours. Chaque matin, on devait se lever très tôt pour prendre le petit déjeuner avec tous ces investisseurs potentiels. J'ai assisté à la présentation de Som Prasong qui avait lieu près du bureau. C'était une belle présentation. Il y avait des photos de résidences fabuleuses que construisait Som Prasong. Le patron de la firme, avec sa façon d'être, avait plus le sens de la mise en scène qu'autre chose.
Il était mieux connu pour son flair et son style que pour le sérieux de ses affaires. La tournée a été un succès. On a levé 80 millions de dollars américains. On était ravis. Tout le monde était euphorique. On riait, on buvait du champagne à tous les repas. Mais une fois la fête finie, la migraine s'installe parce qu'il faut gérer ces 80 millions de dollars. Après ce roadshow, Som Prasong était plus riche de dettes. Plus d'argent et d'intérêts à rembourser en construisant des maisons dont personne ne voulait plus. Beaucoup de sociétés immobilières ont réussi à lever des fonds sur les marchés étrangers. Elles se trouvaient donc dans la même situation que moi, inondées d'argent. À vrai dire, les investisseurs auraient dû se désintéresser de l'immobilier, mais ils ont été entraînés par l'élan. On s'est tous laissé griser, c'est vrai. Une telle fête économique pendant 10 ans, ça n'arrive pas souvent. Cette période de croissance a été l'une des plus longues et des plus soutenues. Aucun marché émergent dans le monde n'avait connu ça auparavant. C'était une des plus belles fêtes qui soit. Dans ces cas-là, tu prends un verre et puis un autre verre et tout le monde en profite et tout le monde se met à boire. Et personne ne voulait éteindre la lumière. Personne ne voulait être le premier à rentrer chez soi. Tout le monde voulait rester pour boire jusqu'à plus soif. Est-ce qu'on était sous? Oui, absolument. La fête prit fin en décembre 1993. La bourse thaïlandaise se mit soudain à plonger et personne ne sut exactement pourquoi. Parfois, il suffit d'une déclaration politique ou d'une société qui annonce quelque chose, on fait une annonce sur une annonce. À partir de ce moment-là, on ne cherche même pas à discuter le prix de sortie, on vend. On vend sans limite, on vend. Et donc tout le monde va être tenté brutalement de sortir. On veut tous descendre du train en marche en même temps et ça pose un vrai problème. Si vous regardez le cours des actions thaïlandaises du début de 1994 au milieu de l'année 1997, ça baisse, ça baisse et ça baisse. Les gens ne faisaient que vendre. On a profité de l'euphorie, la fête est finie, on s'en va, c'est fini, quoi. Et là, vous vous retrouvez avec une sacrée gueule de bois. Et dans le cas d'une bulle, c'est quelque chose que vous pouvez mettre des années, voire des dizaines d'années à digérer. Amar Siamwala est l'un des plus grands économistes du pays. À ce moment de l'histoire, Amar fut le témoin d'une folle fuite en avant. Tous les jours, en regardant par la fenêtre, je voyais de nouveaux immeubles se construire. Et je me disais, qui va acheter ça? Dès 1994, on pensait bien que la demande allait disparaître. Le plus drôle, c'est que les gens du métier le savaient. Et parce qu'ils le savaient, ils remuaient ciel et terre pour terminer les projets, pour emprunter encore plus, pour être les premiers, parce que ceux qui finiraient avant les autres pourraient vendre. C'était une ruée générale pour échapper aux griffes du diable. Le diable finit par attraper Prasong. En 1996, la construction du bel immeuble de la rue Saturne fut interrompue. Les banques avaient coupé les crédits et Prasong ne comprenait pas. Merde, comment ça a pu mal tourner? C'est dingue. Tout l'intérieur était déjà subdivisé. Il ne manquait plus que la façade pour finir le projet. On donnait le nom des acheteurs à la banque. Et les acheteurs ici n'étaient pas des spéculateurs. C'étaient de vrais acheteurs qui voulaient vivre en ville. Mais la banque de Prasong, la Krung Thai Bank, n'y croyait plus.
La plupart des banquiers thaïlandais firent semblant de découvrir avec horreur qu'ils avaient prêté des milliards à des spéculateurs, vendant des immeubles à d'autres spéculateurs. Les banquiers comprirent surtout que la bulle immobilière explosait et qu'ils ne récupéreraient pas leurs créances.